Mauritanie, Mali, Guinée, Burkina, Tchad, Soudan, autant de pays de cette vaste zone qui sont dirigés par des militaires. Vous vous sentez pas un peu seul, un peu fragile face à cette vague kaki? Oui, notre région, malheureusement, est une région difficile et les États peuvent être victimes de ces difficultés. Ce qu'on observe clairement à travers tout le Sahel, c'est que les groupes djihadistes ne semblent pas en débandade. Ils encerclent des villes, ils attaquent des camps militaires, ils tentent des embuscades meurtrières, on l'a vu, notamment au Burkina. Ils montent des opérations parfois avec 500 hommes. Comment est-ce que vous expliquez ce fait-là? Ça, c'est un des effets du coup d'État, en effet. Que l'armée soit affaiblie. Les groupes terroristes en ont profité. Est-ce qu'ils montent des opérations plus vigoureuses, plus sophistiquées, avec plus d'hommes? Je ne suis même pas sûr, s'agissant du Burkina. Dans la région de Menaka, au Mali, l'IGS s'est beaucoup renforcé. Le départ de Barkhane peut expliquer en partie ce phénomène. Mais ils se sont surtout ravitaillés en armes sur Iyad-Aghali. Sur le Jnim. Sur le Jnim, ils ont engagé 5 batailles majeures que le Jnim a perdues. Il a perdu beaucoup d'hommes, comme le IGS, au demeurant, mais le Jnim a surtout perdu beaucoup de moyens. Est-ce que ces deux mouvements recrutent au Mali, au Burkina, de plus en plus de manière endogène, au sein de la communauté Peul, souvent d'ailleurs? Est-ce que c'est aussi le cas au Niger? Oui, c'est majoritairement les jeunes de la communauté Peul qui sont dans l'IGS, même si du fait de leur victoire sur les mouvements armés du nord du Mali, à partir de mars 2022, ils ont un peu plus élargi l'assiette de leur base, qui concerne de plus en plus les Touaregs noirs aussi, et même des Daoussak, un peu plus en nombre qu'il n'y en avait, encore qu'il y a toujours eu des Daoussak au sein de l'IGS. Et ils ont été victimes de pillages très importants et l'activité terroriste s'est passablement criminalisée et il y a donc plus de motivation à y aller. Il y a un appel d'air clair à partir de mars 2022. Mais le terrorisme a à voir avec, je le dis souvent, les effets de la désertification, du changement climatique, et l'activité pastorale n'est plus tout à fait aussi rentable qu'elle était. Un jeune Peul qui jusqu'ici était derrière ses vaches, et qui regardait passer des motos auxquelles il ne pouvait jamais aspirer, du jour au lendemain, en allant dans ce mouvement-là, possède une arme à feu, ce dont il n'avait jamais rêvé, possède une moto, et est capable d'aller chez les voisins avec un fusil pour exiger qu'on paye de l'argent et qu'on le lui paye. Ça développe un sentiment de fierté, un certain romantisme. Et là, ça a été un des motifs aussi de l'adhésion de jeunes. Ces jeunes-là, à l'origine, n'étaient pas des gens qui avaient une éducation religieuse. La rhétorique religieuse, elle est au niveau supérieur des chefs arabes, plus quelques lieutenants Peul. Mais la base, elle n'a rien à voir avec la religion. Alors, ce phénomène que vous décrivez est un phénomène qui existe également au Niger même. Oui, les troupes de l'IGS sont, pour plus de la moitié, à mon avis, composées de jeunes du Niger. Donc vous posez un très bon diagnostic. Mais face à un ennemi qui vous est commun, Monsieur le Président, vos voisins du Mali et du Burkina ont choisi une solution qui est un peu celle du tout militaire, avec au Burkina notamment la levée en masse de volontaires civils, les VDP. Est-ce qu'à votre avis, ce type de stratégie
Je sais que ça n'est pas la vôtre, mais est-ce que ça peut être fonctionnel? Si c'était fonctionnel, cela aurait été notre option propre. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face. Quand vous donnez des armes à des civils, vous êtes exposé à deux types de risques. Le risque qu'ils soient une proie, que les terroristes viseraient délibérément avec des intentions cruelles, vous les exposez et ça devient de la chair à canon. L'autre risque, c'est qu'ils ne sont pas militaires et vous n'avez aucune idée de leur moralité individuellement. Vous donnez à des civils que vous ne connaissez pratiquement pas et des armes et vous les lâchez dans la nature, ils peuvent en abuser. Malheureusement, aujourd'hui, on en voit les résultats. Alors, le Burkina est une chose, le Mali en est une autre. Vous avez les mêmes adversaires, mais vous n'avez pas les mêmes alliés. Les hommes de Wagner sont présents au Mali. Ils ont des visées sur le Burkina. Ils vous ont un peu dans le collimateur, si je puis dire. Il y a même eu des campagnes de désinformation ou d'intoxication qui vous ont visé. Ils ont un projet, Prigogine, le projet LACTA, qui est un projet qui s'étend sur plusieurs pays du Sahel. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous? Oui, c'est une préoccupation, parce qu'à 2 reprises, ils ont annoncé des coups d'État. Ils essaient d'avoir des chevaux de Troie. Nous avons dû arrêter un chef de parti politique que nous allons juger bientôt. Nous connaissons les gens qu'ils veulent utiliser. Je profite pour dire à ces gens-là que nous les avons à l'œil. Vos alliés les plus engagés à vos côtés, au Niger, c'est les États-Unis et la France. La France notamment a une présence militaire qui s'articule autour de Niamey et au-delà avec la participation à l'opération Al-Mahou. Est-ce que c'est pas parfois perçu comme un risque aux yeux de l'opinion d'apparaître comme trop dépendant de la France? Est-ce que l'opinion nigérienne comprend? Mais les Nigériens qui m'ont élu et qui me font confiance jusqu'à preuve du contraire, ils attendent de moi d'abord que je leur assure la sécurité. C'est la première des choses qu'on me demande. Les gens des villages qui sont victimes de terrorisme ne savent pas qu'il y a des Français ici au Niger, ou des Américains, ou des Russes. Ça peut leur importer de savoir qui c'est. Lors de notre dernière interview, il y a 1 an et demi, vous avez conseillé à Assimi Goïta de ne pas se représenter, je me souviens. Bon, il ne semble pas vraiment vous avoir entendu. Est-ce que ce conseil, vous lui redonneriez aujourd'hui encore? Oui, bien sûr. Je vais le lui donner. C'est son engagement qu'il a pris. C'est un officier. Je suis sûr qu'il sait que c'est son honneur. Vous avez toujours considéré le Tchad comme un cas à part. Est-ce que néanmoins vous formuleriez le même conseil à Mahamat Idriss Déby Itno? Qu'il ne se présente pas. Ils nous en avaient fait la promesse. Il me semble qu'ils ont organisé un forum. Ils ont levé cette mesure. Je ne veux pas être plus tchadien que les Tchadiens. On revient rapidement à l'économique et social. Je me suis livré, Monsieur le Président, à un petit comparatif des indicateurs sociaux entre le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad. C'est au Niger que le taux de pauvreté est le plus élevé. Oui. 50% de la population gagne moins de 1,9 $ par jour. C'est au Niger que le PIB par habitant est le plus faible. On est à moins de 600 $. Et c'est au Niger, vous parliez tout à l'heure, que la croissance de la population est la plus élevée. On est à 3,7% par an. Oui. C'est ça là. De tous ces chiffres-là, il y a un qui est déterminant. C'est le 3,7% de croissance démographique. C'est lui qui explique tout le reste. Quels que soient les efforts que nous pouvons mettre en œuvre, à la fin, le nombre de personnes pauvres est plus élevé. Il faut s'attaquer à ce chiffre-là de la croissance démographique par le biais du système éducatif. C'est-à-dire nous avons un taux de scolarisation qui est faible, qui est de l'ordre de 70%. Donc il y a 30% qui ne vont pas à l'école. Ce que nous avons constaté, c'est que quand une fille quitte son village pour aller dans un autre village fréquenter le collège, elle ne dispose pas de commodités qui lui permettent de poursuivre sa scolarité. Et le système la rejette. Elle décroche à l'âge de 12, 13 ans.
Et dès qu'elle décroche du système scolaire, elle est donnée en mariage. Vous avez 52% des filles dans la région de Zender qui sont mariées avant l'âge de 15 ans. 70% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. J'ai décidé d'ouvrir des internats dans les collèges ruraux pour assurer aux filles les conditions nécessaires pour leur permettre de poursuivre leur scolarité à l'abri du mariage précoce et des accouchements précoces. Alors, Monsieur le Président, vous êtes maintenant pratiquement à mi-mandat? Oui, presque en tout cas. Vous êtes satisfait de votre bilan? Écoutez, nous, de savoir que nous avons un État qui tient et qui soit respecté, ça, c'est un motif de satisfaction. Le territoire du Niger, figurez-vous, fait 6 fois le territoire du Burkina Faso. Nous avons Boko Haram et la région de Difa. Nous avons les menaces sur notre frontière dans la région de Maradi. Le Burkina ou le Mali ne sont ni voisins de la Libye, ni voisins du Nigeria. Comme quoi, nous avons plus de vulnérabilité. Donc, nous avons des motifs réels de considérer que nous nous en sortons pas mal. Et rien que d'assurer la sécurité de notre territoire, d'assurer la pérennité de nos institutions et de créer un cadre propice aux investissements. Les Nigériens attendaient beaucoup de vous sur la lutte anticorruption aussi. Le plus grand facteur de déstabilisation des institutions, c'est la corruption et l'impunité. Je suis implacable contre la corruption. En ce moment, j'ai au moins 40 hauts cadres de l'administration de notre pays en prison. Il n'y en a jamais eu 5 en même temps dans toute l'histoire du Niger. Nous avons des directeurs d'entreprise, des directeurs de sociétés d'État qui sont en prison, des responsables de banques qui sont en prison, de hauts cadres du Trésor, de la douane, des impôts, de hauts cadres de l'administration du ministère de l'Éducation nationale. Et nous allons tous les traduire en justice. Est-ce que vous pensez déjà à la moitié de votre premier mandat? Est-ce que vous pensez déjà au second? 2026, c'est après-demain. Hein? Il nous faut travailler très fortement. Si j'échoue, personne n'acceptera que je sois candidat. Est-ce que vous êtes sûr de ne jamais succomber à l'ivresse du pouvoir, vous-même? Non, je suis sûr que non. Si je finis mon mandat et qu'il est terminé, il sera terminé. Le premier mandat, déjà, je vais me présenter dans des conditions où je vais favoriser l'expression du suffrage libre du peuple nigérien qui fera son choix, quel que soit le candidat. Mais vous êtes toujours contre les troisièmes mandats, de toute façon, au Niger comme ailleurs. Ah oui, je suis contre les troisièmes mandats, en effet. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous en prie.